Pour moi, le complotiste, dans sa manière systématique, il pense que ce monde est mauvais. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il n'y a rien à faire de ce monde-là. Et que lui sait. C'est ça qui est important. Il sait. Et ce savoir le met en sécurité de ne pas être comme les autres, de ne pas être damné, de ne pas être un mouton, de ne pas être abusé. C'est ça qui compte en fait, c'est de ne pas être abusé. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, alors disons que professionnellement, je suis chercheur au CNRS, associé à l'IFEA, qui est l'Institut français des études andines à Lima, au Pérou. Et donc, je me trouve au Pérou depuis 5 ans, non pas à Lima, mais dans la montagne, en fait, dans une région plus ou moins rurale. Ça, c'est pour l'aspect professionnel. Sinon, comme vous l'avez dit, j'ai publié récemment ce livre qui s'appelle « Le système du complotisme », qui est le produit à la fois de mon observation de terrain, de ce qui s'est passé en France, et puis d'un groupe particulier que je vois ici, qui est un groupe de personnes adhérant très fortement à la médecine spirituelle, donc prenant toute forme disons, de plantes et hallucinogènes ou non hallucinogènes et formant dans le village où je suis une communauté assez particulière, un peu refermée sur elle-même. Donc, en fait, je les observais depuis assez longtemps avec toute l'étrangeté que ça apparaissait au regard de l'anthropologue. Et puis, effectivement, avec l'arrivée du Covid et l'élection de Trump, les choses se sont un petit peu précisées, en fait, dans mon esprit. Et je précise que ce livre sur le complotisme, en fait, je l'ai conçu comme une sorte de partie, non pas de parenthèse, mais de partie d'un travail plus ample que je suis en train de mener sur la gnose, en fait, sur la récidive gnostique, qui est un travail que j'ai entrepris avec mon maître et professeur Heinz Wiesmann, dont j'ai suivi et dont je continue, grâce au Covid, à suivre les séminaires de loin. Et donc, en fait, avec lui, nous avons un projet de livre qui sera ou non réalisé et qui essaye de voir comment est-ce que des penseurs dans les années 20-30 avaient une matrice gnostique qui leur permet de penser la réalité et qui nous permet à nous de mettre une grille sur leur livre, en précisant bien que cette grille n'épuise pas leur pensée et que voilà, ça n'est pas, nous n'affirmons pas avoir à tenir la vérité de leur pensée ni d'un phénomène complexe, mais en tout cas, il nous a semblé que cette grille de lecture servait pour comprendre des réalités. Et par exemple, ce livre sur le complotisme, je dois dire, a été très bien reçu à l'extrême gauche. Et bien des gens m'ont expliqué « Ah, j'ai enfin compris pourquoi je ne suis pas complotiste », alors qu'en réalité, j'aurais dû l'être. D'accord. Presque un regret, tellement. Ah non, pas du tout. Au contraire, une joie de ne pas l'être. Parce qu'en fait, l'idée du livre, c'est de montrer qu'il y a une inspiration religieuse derrière, un profond nihilisme, et donc une perspective gnostique à laquelle des gens d'extrême gauche n'adhèrent pas, simplement. Alors, vous utilisez le mot gnostique, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le gnosticisme? Alors, en fait, le gnosticisme, j'ai envie de dire, c'est bien différent de la gnose. Le gnosticisme, on peut dire que c'est un courant religieux qui est apparu au début de l'ère chrétienne et qui est tout à fait lié à l'arrivée de cet événement nouveau et inédit et incroyable qui est la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Donc cet événement était tellement nouveau dans l'histoire, alors on peut dire de l'humanité, même si des gens contestent la datation, qu'en tout cas, ça a servi à marquer le début de l'ère chrétienne, de l'ère moderne, l'ère dans laquelle nous sommes. Bien sûr, ça s'est fait a posteriori. Jésus n'est pas arrivé en disant « je vous apporte la bonne nouvelle » et l'an zéro du calendrier, mais néanmoins, disons qu'il a provoqué quelque chose de si important dans l'histoire du monde que par la suite, on a décidé de dater l'époque moderne de sa naissance supposée, non pas de sa naissance réelle. Voilà. Et puis, et en fait, les générations des premiers chrétiens attendaient avec une impatience fébrile la fin du monde et le retour des temps et le retour de Jésus pour arriver au temps dernier, au temps eschatologique.
Donc, il est bien dit dans l'Épître aux Hébreux, en ces temps qui sont les derniers, donc nous vivons la fin des temps, et ils attendaient la fin du monde, la récompense des élus et la damnation pour les autres. Voilà. Mais il se trouve que la fin du monde n'est pas arrivée et qu'ils ont dû s'habituer à s'installer dans cette vie qui était sans doute la dernière, mais qui allait s'installer pendant des siècles et des millénaires. Et donc, en fait, l'Église, par des décisions conciliaires, enfin, ça, je vous passe les détails, en fait, a décidé que ce nouveau était certes nouveau, mais pas si nouveau que ça. Et donc, on s'est arrangé pour présenter Jésus comme étant le Verbe de Dieu, comme étant finalement une continuité par rapport à la création du monde. Donc, Jésus vient racheter le monde, mais il n'annule pas le précédent. Son arrivée ne dit rien sur le fait que le monde est bon. Il y a un créateur qui est bon, c'est Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, tout ça se fait dans une certaine continuité. Et certains chrétiens n'ont pas accepté cette idée-là et ont posé une rupture très forte entre l'âge du Père, l'âge de l'Ancien Testament, et l'âge du Fils, qui est un âge dans lequel la salvation, le salut devient possible. Et donc, le monde créé par le Père devient un monde mauvais, puisqu'il faut le Fils pour le sauver. Alors, moi, j'ai des enfants petits, donc pour leur faire comprendre et pour rigoler, je leur dis, j'ai le hockey, Dieu me l'a fait, vive Jésus, je ne l'ai plus. C'est une pensée gnostique. Ça veut dire le monde est mauvais, le hockey est mauvais, Jésus arrive et retire le hockey et le monde est parfait. Voilà. D'accord. Dans le 1er, 2e, 3e siècle, il y a eu cette pensée gnostique qui s'est répandue non pas seulement dans le milieu chrétien, mais dans les différents milieux religieux de cette région qui est le Proche-Orient, l'Égypte, enfin toutes les religions jusqu'à l'Iran, tout ça a été touché par cette vague gnostique pour qui, en fait, si on le simplifie, on peut dire que l'idée, c'est l'idée d'un dualisme complet, en fait, le monde est mauvais et il existe quelque chose de bon, mais qui est en dehors du monde, qui est eschatologique, purement eschatologique. Il y a aussi l'idée que la connaissance sauve. Alors, la gnose, ça veut dire la connaissance. Donc, ce qui sauve, ça n'est pas Jésus, ça n'est pas telle religion. Ce qui sauve, c'est le fait de savoir. Et donc, le savoir délimite un petit nombre d'initiés, de personnes qui savent, et ceux-là seront sauvés. Donc, c'est moins, la présence dans une religion ou dans une autre. On sait bien qu'il y a la sotériologie, qui est le salut individuel, ou l'eschatologie, qui est le salut général, la fin des temps. Ici, c'est vraiment la connaissance sur Terre, et la connaissance qui est très limitée, qui est de ce que le monde est mauvais, irrémédiablement mauvais, et que les élus seront sauvés. C'est en fait une réalité tout à fait simple et qui n'a pas besoin de postuler une religion en particulier. En réalité, la gnose traverse toutes les religions, toutes les confessions, toutes les dénominations, toutes les croyances. On en trouve d'un bout à l'autre dans toutes les religions. Voilà. En gros, c'est ça le principe. Et donc, les gens qui ont travaillé sur cette récidive gnostique dans les années 20-30, parce que je ne suis pas du tout la première, ont délimité ce schéma qui est le schéma de dire, voilà, c'est un dualisme, c'est un petit nombre d'initiés qui est sauvé, c'est la connaissance qui sauve. Voilà. Et donc, moi, comme je travaillais sur cette récidive gnostique que j'avais pu voir dans certains textes, pas tous, de la pensée décoloniale ou encore dans certains textes d'islamistes, parce que je travaille aussi sur l'islam contemporain, en fait, donc, j'étais en train d'approfondir ce thème de la gnose et d'essayer de le mettre en évidence quand est arrivé, quand le sujet du complotisme s'est imposé à moi comme un cas particulier de cette récidive gnostique, et j'ai trouvé qu'il s'appliquait tout particulièrement, en fait, à la fois aux gilets jaunes, alors pas tous, une fois de plus, mais à une certaine pensée dont il s'agissait de reconstituer le système, c'est-à-dire que on est complotiste, et c'est pour ça que les gens d'extrême gauche, je pense, ont adhéré à mon discours. On n'est pas complotiste parce qu'on remet en question telle ou telle vérité ou telle affirmation propagée par les médias. On est complotiste à partir du moment où on adhère à l'ensemble du système. C'est vraiment pour moi l'essentiel. Et système, en fait, pour le livre, j'aurais voulu mettre cosmogonie, mais l'éditeur a trouvé que c'était un petit peu compliqué. En fait, j'ai entendu le système comme système solaire, parce que, en réalité, c'est une croyance qui implique une opposition forte par rapport à ce qu'est le monde, par rapport à la création du monde, par rapport à la bonté du monde et par rapport à sa fin. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça revient à une croyance, en fait, le complotisme en soi. Alors, une croyance
Non, pas exactement. Ça revient à la constitution, à une réflexion cosmogonique, à la construction d'un univers entier qui n'est pas le même univers que l'univers d'un scientifique, qui est un univers dans lequel la création est mauvaise. Voilà, enfin la création. Disons que le monde est mauvais et donc c'est un ensemble qui permet d'articuler comment dire, une condamnation de la société en général, du pouvoir en général, etc. Donc, c'est moins une croyance qu'une organisation complète de la pensée. Et c'est pour ça qu'on a bien du mal à discuter avec des complotistes. C'est parce qu'en réalité, ça n'est pas un petit morceau, c'est une totalité. Ah ouais, c'est un ensemble. C'est toute une théorie. C'est un système. C'est un système. Si vous voulez, si vous discutez avec une personne comment dire, qui n'est pas, qui a certaines idées de complot sans avoir le système, en fait, la discussion est possible parce qu'on n'est pas dans un affrontement, on n'est pas dans un autre monde, dans un alter-monde. Il y a une notion d'alter-monde, d'alter-histoire, d'alter-univers, autre. Et c'est vraiment un système complet. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. D'abord par la position critique qui est une destruction totale de la réalité telle qu'elle est, une destruction de la réalité, une destruction de la science, une destruction du pouvoir, et cet ensemble de savoirs occultes sur la mauvaiseté ou sur la mauvaise qualité ou sur la damnation irréversible du monde, en fait, s'accompagne d'un certain nombre d'éléments ésotériques, etc. Et puis, j'ai dû constater que la totalité du système, en réalité, là, on va me dire que je fais une réduction à Hitler, mais même pas à Hitler. En fait, j'ai trouvé la totalité du système chez des penseurs du fascisme en tant que tel. Et des fascistes qui, pour le coup, c'est pour ça que ça n'est pas une réduction ad Hitlerum, comme on dit, des penseurs qui se sont au contraire détachés des expériences historiques qui ont été le fascisme ou le nazisme, en disant ça, ces expériences, ce sont vraiment des expériences populistes, ça n'est pas du vrai fascisme parce qu'il y a trop d'intérêts personnels, parce que c'est vulgaire. Voilà, donc la pensée de ces gens-là n'est pas du tout un populisme, c'est un élitisme pur dans lequel une petite quantité de personnes, et uniquement celles-là, initiées, peuvent arriver à le salut par leur simple connaissance des choses. Alors, c'est très clair dans beaucoup de vidéos de l'extrême droite qu'on peut regarder facilement partout. D'accord. Quand vous parlez de système, est-ce que vous parlez finalement de l'ensemble de la théorie du complot? Alors, non, en fait, la théorie du complot, c'est-à-dire que l'ensemble de la théorie du complot, vous savez, il y a autant de complots qu'il y a de complotistes, donc il y a une quantité, on peut piocher dans telle explication, dans telle autre, et en réalité, la vérité du complotisme, ça n'est pas que tel complot. Par exemple, vous avez 10 explications alternatives pour le 11 septembre, et l'objectif, ça n'est pas de donner la vérité ultime du 11 septembre. L'objectif, c'est de dire que la version, non pas la vérité, la version qui est proposée par les investigateurs, par les enquêteurs, par les gouvernements, cette version est fausse. Voilà. Peu importe après quelle sera la véritable version, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire que cette version-là est fausse et que si elle est fausse, c'est pour abuser les gens et qu'il y a une vérité derrière qui est cachée, un agenda qui est caché. Et l'agenda, après, il va se décliner de manière différente suivant qu'on estime que ce sont les Illuminati, les Juifs ou les sauterelles qui sont les maîtres du complot. Ça, j'ai envie de dire que c'est un détail. Mais l'idée, c'est de montrer que le pouvoir est la vérité ou la version qui est constituée par un travail patient de réflexion sur les sources, les analyses, etc. Cette vérité, cette version est forcément fausse puisqu'elle est présentée par des gens à qui comment dire, à qui elle est utile. Voilà. Ok. Vous parlez donc de sorte de production finalement de la vérité, de production de savoir. Et ça, en fait, ça pourrait donc être une sorte d'enjeu de pouvoir, c'est ça, la production de savoir? C'est-à-dire que les complotistes, disons les complotistes achevés, je ne sais pas comment leur donner un nom, les complotistes systématiques, en fait, ont une vision tronquée de Michel Foucault, qui a toujours montré que le savoir était une production du pouvoir d'une certaine manière. Voilà. Mais en fait, ce que ne dit pas Foucault, c'est que ça n'est pas parce que le savoir a un parti lié avec le pouvoir à un certain moment que le savoir est nécessairement faux. C'est là où il y a une grande différence, c'est que qu'il soit produit par le pouvoir invite
les gens à déconstruire le pouvoir, mais non pas à poser un regard nécessairement sur le savoir qui peut être produit dans des conditions de falsifiabilité scientifique et de méthode scientifique. Et la critique de Foucault est une critique politique. Dire voilà, il y a du savoir qui est mis entre les mains, qui est utilisé, etc. Mais pour autant, ce savoir n'est pas forcément entaché d'une fausseté ou d'une malignité, si on va aussi loin que certains complotistes. Finalement, vous avez parlé aussi de cette alter-histoire. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'alter-histoire? Une autre? Alors, l'alter-histoire, moi, je l'ai. Alors, c'est un peu traduit de l'anglais comme fringe history. Et en fait, ça, je l'ai rencontré en travaillant sur les musulmans en Amérique latine, parce que j'ai rencontré des théories hyper diffusionnistes, par exemple, qui expliquent que Christophe Colomb n'était pas le premier à arriver dans le Nouveau Monde, ce qui par ailleurs est possible, mais que les musulmans étaient arrivés là auparavant, et que si l'histoire officielle n'en parle pas, c'est parce qu'on n'a pas intérêt, parce que les pouvoirs, parce qu'on veut occulter, etc. Et qu'en réalité, puis après, il y a toute une pensée, toute une histoire, toute une idéologie qui se reconstitue à partir d'une histoire qui n'est pas, ça n'est pas établi. Même la plupart des scientifiques disent qu'on ne peut pas établir que les musulmans sont venus découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb. Alors, on a des éléments qui permettent de penser que peut-être des navigateurs chinois seraient venus et que les navigateurs en Chine, avant les jésuites, c'était des astronomes musulmans. Ça, on le sait. Donc, les astronomes musulmans auraient conduit des navires chinois dans le Nouveau Monde. Ça, c'est une possibilité historique. Mais par contre, de dire qu'en réalité, les peuples indigènes sont des musulmans qui ont oublié qu'ils l'étaient et que l'Europe, disons, l'Europe néocoloniale ou post-coloniale a intérêt à taire cette vérité parce qu'elle veut garder sa domination incontestée, on est dans une autre histoire. Vous voyez, on est dans un truc idéologique qui n'est pas du tout du ressort de l'histoire en tant que telle. J'ai envie de dire, pour un historien, ça lui est un peu égal idéologiquement de savoir qui est-ce qui a découvert. Il a envie de savoir qui est-ce qui a découvert. Il a envie de trouver des traces archéologiques parce que dans le fond, ce qui l'intéresse, c'est reconstituer le plus proche des sources possible, reconstituer ce qu'a pu être l'histoire humaine. Mais il ne va pas rentrer dans un débat eschatologique pour savoir si à la fin des temps, les Quechua étaient musulmans sans le savoir. Mais en parlant d'histoire, justement, on a tous en tête la phrase qui dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, finalement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette phrase-là? Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'était à une certaine époque. Et puis, si on regarde, moi, je ne sais pas, les pères de la science historique, que ce soit Thucydide ou Hérodote ou même les grands tragiques de l'Antiquité, au contraire, enfin, les Perses, ça fait une place aux Perses qui étaient les vaincus. Thucydide essaye de comprendre de l'intérieur la défaite d'Athènes et Athènes a été défaite. Donc, c'est vrai sans l'être, vous voyez, puis ça dépend quelle période de l'histoire. Si le pouvoir est un pouvoir qui instrumentalise les historiens, vous voyez, on peut dire qu'à l'époque de Louis XIV favorisait l'idée que les modernes étaient supérieurs aux anciens parce que les modernes lui servaient à son pouvoir. Mais on est dans le cas d'une monarchie absolue. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les historiens soient enrégimentés pour obéir aux injonctions d'un pouvoir. Vous voyez, ça me paraît difficile à dire. Hein. Et puis aujourd'hui, on a cette histoire, cette histoire hybride, cette histoire mondialisée. Il y a des essais d'écrire une histoire mondiale, une histoire européenne, qui, au contraire, essayent d'intégrer, disons, le regard des populations qui ont été subjuguées à un certain moment de l'histoire. C'est aussi la volonté de l'histoire vue par les femmes. En fait, on parle toujours des hommes, mais que faisaient les femmes? Ou l'histoire, quelle était la situation des serfs, quelle était la situation d'eux? Donc, je pense que cette histoire, elle n'existe plus depuis... Alors, elle existe encore dans les pays dictatoriaux, ça c'est certain. Mais disons que là où j'ai voulu distinguer aussi le complotisme contemporain, en fait, j'ai posé une distinction entre un complotisme impérial et un complotisme occidental. Et pour moi, le complotisme impérial est un complotisme qui existe depuis l'origine des temps. En fait, on a un pouvoir qui veut un peuple unifié autour de lui, et en cas de crise, il désigne une population comme étant la responsable de tous les maux. Alors,
Je prends comme exemple, l'exemple des Juifs ou des sorcières est évident pour les temps anciens. Pour l'histoire contemporaine, vous allez au Venezuela, vous aurez les Américains qui sont la cause de toutes choses. Mais au-delà, je veux dire, au-delà d'une certaine rationalité qui peut dire, effectivement, les Américains ont fait tel blocus et tel blocus, ce qui est indéniable. Et donc, ça, c'est le complotisme, disons, impérial. Et face à ça, il y a le complotisme tel qu'on le voit dans les pays occidentaux, où, au contraire, les complotistes sont un discours qui n'émane pas de l'État. L'État français, par exemple, ou le gouvernement français, suivant la position qu'on prend, n'a pas, par exemple, désigné la Chine comme la responsable complotiste du Covid. Mais ce sont des groupes extérieurs au pouvoir qui désignent le pouvoir lui-même comme étant l'auteur de tous les complots. Et donc là, on voit bien qu'on a un renversement. Et évidemment, moi, j'ai plus travaillé sur cette situation de complotisme occidental parce que voilà, je suis une occidentale qui vit dans deux contextes démocratiques, alors plus ou moins, mais qui vit dans deux contextes démocratiques. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et tout en notant que dans les contextes, disons, plus autoritaires, effectivement, par exemple, à propos du Covid, on a eu la désignation de boucs émissaires, que ce soit, par exemple, les Indiens qui aujourd'hui sont, disons, avec un gouvernement plus ou moins, disons, de droite exacerbé, en fait, ont désigné l'établir comme étant la cause de la propagation en Inde du virus, etc. Bon, on n'a pas eu ça dans les pays occidentaux du tout. On a au contraire montré une série, disons, de causalités scientifiques qui ont fait que le virus s'est disséminé. Mais il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Disons que le conspirationnisme a le mérite d'avoir plus de travail scientifique, la théorie de la conspiracy en anglais. Donc, du coup, on a des travaux sur l'esprit, le cerveau paranoïaque, etc. Et c'est autour du mot conspiracy. Mais bon, complotisme est bien français. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Et alors, le complotisme a en plus, disons, si on renvoie encore à l'anglais, à l'idée de plot, de scénario. Et comme j'ai aussi essayé de rapprocher le complotisme d'une certaine construction romanesque, vous voyez, d'un romancier tout-puissant qui tire les ficelles de son propre roman, en fait, ça, on le voit très clairement dans la littérature. Le mot plot me plaît aussi, en fait. Je passe de l'un à l'autre et je ne fais aucune différence entre les deux. D'accord, ok. Qu'est-ce qui leur fait tant peur finalement au complotisme? Alors là encore, c'est une notion, comment dire, la peur est une passion controversée dans le cas du complotisme. Pour de nombreux commentateurs, en fait, le complotisme est une réponse rassurante à une crise ou à une peur. En fait, on est une situation où où on perd le contrôle de la situation et donc on invente des acteurs humains ou extraterrestres ou peu importe pour calmer cette peur. Moi, ce n'est pas ma position. Ma position est au contraire que le complotisme aime à se faire peur. Il n'aime rien autant que se faire peur. En fait, la genèse, maintenant, je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, la genèse de mon travail sur le complotisme, c'est la thèse qui est partie il y a 2 ans maintenant, je crois, 2 ans et demi, selon laquelle l'Amazonie brûle. Et en fait, on a vu cette annonce se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux, etc. L'Amazonie brûle. Et voir la vitesse à laquelle la chose s'est répandue, qui est fausse, bien évidemment, parce que l'Amazonie ne brûle pas par définition, on ne brûle pas une forêt humide. Donc, il y avait une sorte d'extase, de l'angoisse. Alors, c'est la fin du monde, on va tous disparaître. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette passion, parce qu'il m'a paru que c'était une passion dans laquelle, à la fois, on avait des grands frissons de terreur, une sorte de fascination et une sorte de jubilation, de jouissance. Donc, pour moi, le complotisme est une jouissance de la peur, une fascination, parce que le mot a une certaine ambiguïté à la fois négative et positive. Donc, pour moi, le complot n'est pas un moyen de calmer la peur, mais au contraire, un moyen de l'exciter jusqu'au point où on prend des décisions. Parce qu'en fait, les gens qui entrent dans le conspirationnisme, en général, sont interpellés, sont attirés
Enfin, ils ont la certitude de penser par eux-mêmes. C'est ça qui est le plus fort, en fait. C'est ça le coup de génie du complotisme, en réalité. C'est que chacun est certain de penser par lui-même intégralement, alors qu'en réalité, il est complètement embrigadé dans un système qu'il ne voit pas et par des acteurs, par des médiateurs extrêmement puissants, extrêmement intelligents. Alors là, je ne voudrais pas aller faire le complotisme du complotisme. Oui. Bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que quand vous discutez, moi j'ai beaucoup discuté ces derniers temps avec des anti-vaccins, etc. Alors il y en a plusieurs catégories, si vous voulez. Il y a des gens qui sont des anti-vaccins, qui vous expliquent que par exemple, depuis le 19e siècle, la chirurgie a fait des progrès, mais la médecine n'en a pas fait. Les médecins sont toujours aussi incapables de soigner les maladies qu'il y a 150 ans. Et donc, ils expliquent qu'eux, ils ont d'autres voies pour essayer de comprendre la maladie, qui sont des voies holistes, etc. Bon, donc, alors, ils sont anti-vaccins, pour le coup. Ils ne sont pas spécialement complotistes. Ils sont anti-vaccins. Ils estiment que ce n'est pas la bonne route pour la médecine. Voilà. D'autres vous disent, bon, voilà, je suis anti-vaccin, peut-être pour les mêmes raisons, et puis je te recommande de regarder le site de machin truc, le truc de… Et alors, à ce moment-là, quand on va voir ces gens-là, et qu'on cherche un petit peu là où on a envie de chercher, on voit que machin, il était aussi au premier rang de la manif pour tous, que machin, il est aussi dans tel groupe d'extrême droite, etc. Donc là, à ce moment-là, on dit à la personne, écoute, excuse-moi, tu es pour l'avortement, tu es pour le droit des femmes, regarde où est-ce qu'il se propose, où est-ce qu'il va, ce type-là. Donc, sois anti-vaccin, mais par contre, ne va pas nourrir un projet politique dont tu n'as pas idée, que moi, je peux te déterrer parce que je sais comment ça fonctionne. En montrant exactement comment ces gens… Vous voyez, il y a plusieurs… dans les réalités humaines, il faut faire preuve de nuance en toutes choses. Vous voyez, et pas parce qu'on est hostile au vaccin qu'on est complotiste. On peut être des gens qui essayent de penser par soi-même, qui ont des grandes analyses. Je ne dis pas que je suis anti-vaccin du tout. C'est que simplement, il y a des positions qui sont cohérentes et non complotistes. Il y a des anti-vaccins qui n'iront jamais dans les manifestations anti-vaccins du samedi après-midi parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à côté de machin, de trucs. Et donc, ils font ça chez eux, tranquille et sans embêter personne. Vous voyez. Donc, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est pour ça, une fois de plus, que moi, j'ai voulu montrer le caractère systématique et où j'ai voulu montrer comment il y avait une cohérence avec un certain courant d'extrême droite, de Julius Evola, de la nouvelle droite, qui ont réellement construit une réflexion complotiste depuis extrêmement longtemps. Et en fait, moi, j'ai un projet qui serait de montrer comment des gens comme Julius Evola, donc, qui était un fasciste qui s'est retourné en 1944, donc vraiment au dernier moment contre le pouvoir fasciste, en disant, un peu comme Heidegger, bon, ces gens-là sont quand même vraiment très vulgaires et ils ont échoué, c'est la preuve que ce n'étaient pas des bons et vrais fascistes. Et donc, ces gens-là étaient des complotistes absolus. Vous voyez, ils ont écrit des livres antisémites, mais antisémites complotistes profonds. Et donc, moi, j'essaye de voir comment est-ce que cette pensée fasciste d'extrême droite, en fait, a trouvé peut-être dans le complotisme un moyen de régler ce problème épineux des masses, parce que quand on arrive au pouvoir, on a quand même des tas de gens à gérer que eux considèrent comme des imbéciles, et il faut bien en faire quelque chose. Et donc, on va leur donner du grain à moudre, et finalement, ça va permettre de partager en fait cette pensée un peu fasciste à travers le complotisme. Oui, en fait, c'est pas une pensée un peu fasciste, hein, c'est une pensée tout à fait fasciste, hein, quand même, de penser comment dire, d'abord de penser qu'il y a une élite éclairée, ça c'est du fascisme, vous voyez, qui est dépersonnalisé, avec… Enfin, dans le fascisme, il y a beaucoup de spiritualité, de l'évanescence. Alors, là encore, hein, je ne vais pas dire que les bouddhistes sont fascistes. Hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a vraiment une recherche ésotérique d'évanouissement du moi, du moi qui s'exténue, du rien, une sorte de nihilisme, disons, de nihilisme spirituel qui s'oppose à l'anti-nihilisme chrétien, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est construit en opposition par rapport à cette espèce de bourgeoisie spirituelle que fabrique le christianisme avec son salut distribué à tout le monde, autant d'hosties, autant de salut. Vous voyez, pour un élitiste, c'est quelque chose d'insoutenable que cette immortalité partagée tous les dimanches à la table d'hôte. Hein.
Donc c'est un véritable fascisme dans ce sens-là. Donc cet élitisme, cette idée que la masse est méprisable, et donc la manière d'en régimenter cette masse, en fait, c'est de sortir les individus de la masse. Chacun pense par lui-même, il sort de la masse. Mais en réalité, il adhère à quelque chose qui en régimente encore plus que l'idéal démocratique qui essaye d'en régimenter personne. Sinon, l'idée qu'il n'y a pas de souveraineté. Enfin. Justement, par rapport au totalitarisme, donc Oui. le complotisme a vraiment sa place. Moi, ça me fait penser au manuel d'histoire lorsqu'on parle de propagande. Et c'est vrai qu'on ne s'attarde pas du tout sur la notion de complotisme. Alors que pourtant, ça a l'air d'être au final au centre de la stratégie. Si vous voulez, c'est ce que je disais, les pays totalitaires sont des pays, développent des formes de conspirationnisme impérial. Vous voyez, un pays totalitaire, l'URSS va dire à telle époque que le responsable, une fois encore, c'est les Juifs ou c'est je ne sais quel acteur social. Donc là, le totalitarisme emploie le complotisme comme méthode de gouvernement, j'ai envie de dire, depuis le début des temps. Ça s'est toujours fait, ça. C'est pas pour autant que c'est bien, mais c'est quelque chose qui est manipulé par le pouvoir. Voilà, il suffit, enfin, comme dirait le livre de Joseph Joffo, le monde serait tranquille si on supprimait les Juifs et les cordonniers. Pourquoi les cordonniers? C'est le système totalitaire lui-même qui invite à désigner un ennemi intérieur, et cela pour ressouder une nation autour de son chef, un peuple autour de son chef. Voilà, on crée une unité factice en désignant un ennemi. Voilà. Mais je pense qu'avec c'est une stratégie, disons, de base, quoi. Vous voyez, ça se passe dans les groupes humains. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous désignez le méchant et puis tout d'un coup, ça va s'arranger. Mais vous avez parlé de sortir de cette masse. Et en fait, pour reprendre un peu de contrôle un peu sur son individualité, de reprendre un peu de contrôle sur sa vie parce qu'on a l'impression que justement, on la mène plus comme elle devrait être. Vous parlez de la pensée de Descartes. Comment est-ce qu'elle influence le complotisme, par exemple? Alors, je ne pense pas que la pensée de Descartes influence le complotisme. Par contre, je pense que le complotisme occidental est quelque chose de moderne, donc qui s'appuie sur les bases, disons, qui font notre modernité, à savoir l'esprit critique, regarder par soi-même, etc. Donc, dans ce sens-là, il se revendique de Descartes la raison, l'esprit critique, on va aller jusqu'au bout du doute, etc. Mais en fait, ils font quand même une erreur historique, parce que si vous voulez, Descartes au XVIIe siècle, il se retournait contre la science de son temps, qui était une science autoritaire, qui n'était pas une science scientifique. Vous voyez, la science, au début du XVIIe siècle, c'est la Sorbonne, c'est la scolastique, et donc on répète, le maître a dit, il n'y a ni observation, ni expérience, ni travail empirique, c'est un savoir livresque qui se reproduit de cette manière-là. Aujourd'hui, la science est devenue une science moderne, il n'y a plus du tout ce mécanisme autoritaire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnalités autoritaires dans la science, mais la méthode scientifique n'est pas une méthode qui fonctionne sur le thème de l'autorité, au contraire. Voilà, donc quelqu'un qui critique la science moderne avec les outils que Descartes a mis en place pour critiquer la science de son temps, au mieux, il commet un anachronisme, parce que vraiment, on ne parle pas de la même chose. Vous voyez, les Sorbonnards au début du 7e siècle, ils avaient, par exemple, ils avaient décidé que le monde était séparé en deux parties, qu'il y avait le supralunaire et le sublunaire. Donc, le supralunaire obéissait à des lois, le sublunaire à d'autres. Bon, ça, c'était une affirmation qui était purement livresque, qui reposait sur des attendus théologiques et ce que vous voulez. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, la science n'est plus la science scolastique. Là, c'est même plus, même si elle peut servir le pouvoir, elle n'est en aucune mesure semblable à la science de l'époque. Néanmoins, donc, disons que cet esprit critique, cette idée du doute, etc., eh bien, elle est bien née dans cette modernité, début de la modernité, établissement de la méthode scientifique, etc., où on a essayé de désabsolutiser à la fois les valeurs, la vérité, etc. En fait, on a créé un monde ouvert à ce moment-là. Alors, je ne dis pas ça s'est pas fait en 10 ans, mais ça s'est fait petit à petit avec l'idée qu'on ne pouvait pas soumettre la raison humaine à des considérations ou à des valeurs absolues. Donc, on a libéré, voilà, c'est un mouvement de libération.
Donc, les complotistes sont d'accord avec cette idée de voir qu'on exige une forme de libération, que l'être humain ne doit pas être asservi à ceci, à cela, ni à l'Église, ni à l'État, ni à quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, les gens qui estiment qu'il y a une pesanteur sur leur vie, c'est vrai et c'est pas vrai. Vous voyez, on n'est pas… prenez un camp de Ouïghours en Chine, vous aurez quelque chose qui est une pesanteur sur la vie quotidienne des gens. En France, on est quand même dans des pays dans lesquels il y a une certaine possibilité de promotion de soi, de distinction, de choix. On n'est pas dans des pays totalitaires du tout. Voilà. Donc, maintenant qu'on puisse avoir des difficultés dans son existence, évidemment. C'est deux choses qui sont vraiment très différentes. Alors à l'inverse, d'aucuns critiquent l'excès d'individualisme, etc. Mais vous voyez, la liberté, il y a la liberté d'association, il y a la liberté de religion, il y a la liberté… on est quand même dans des systèmes qui laissent une place aux certains à un évident pluralisme, un évident choix, même si les déterminismes continuent à peser, il faudrait être idiot pour ne pas le dire. Ouais. Mais donc, en fait, le complotiste essaye de retrouver une sorte de liberté qu'il pense avoir perdue. Pour moi, le complotiste, dans sa manière systématique, il pense que ce monde est mauvais. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il n'y a rien à faire de ce monde-là. Et que lui sait. C'est ça qui est important. Il sait. Et ce savoir le met en sécurité de ne pas être comme les autres, de ne pas être damné, de ne pas être un mouton, de ne pas être abusé. C'est ça qui compte, en fait, c'est de ne pas être abusé. Mais ça me fait penser finalement à la théorie collapsologiste. Oui. Est-ce que c'est en lien finalement? Ce que j'ai pu en voir, c'est qu'il y a des gens pour qui décrire cet état épouvantable dans lequel est la planète humaine et en fait montrer cette possible irréversibilité de la dégradation de l'environnement, etc. C'est une méthode de prise de conscience. Hein, voilà, cela dit, la méthode de prise de conscience, c'est pas besoin de faire des scénarios futuristes et inventés. Il y a des rapports qui sont tout à fait sérieux, des rapports du GIEC, etc., qui montrent que la situation est quand même réellement catastrophique. Et puis, voilà, moi, je le constate tous les jours là où je vis. Hein, donc, cette histoire de réchauffement climatique. Mais disons que le collapsologue, et je connais des collapsologues qui ont viré complotistes, en fait, je pense que cette différence est dans la jubilation qu'apporte cette nouvelle, que le monde va enfin exploser, j'ai envie de dire. On assiste, eux sont au courant, ils sont initiés, ils ont la connaissance de cet effondrement qui est finalement une bonne nouvelle, qui est la seule bonne nouvelle. Je pense que cet caractère, je vais encore me répéter, mais d'extase ou de jubilation est vraiment ce qui colore la pensée du complotiste. Vous voyez, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, quand même, ces gens se réjouissent hein, du nombre de morts, du nombre du désastre, etc. Donc, ils vont l'accentuer en réalité. Là où, Et parce que ça vient corroborer un peu ce qu'ils pensent finalement et ça vient mettre un peu d'eau à leur moulin. Oui, je pense, oui, tout à fait. Enfin, disons que là où je dis qu'il y a une dimension gnostique, il y a ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent, on est encore dans un domaine rationnel, vous voyez. Donc, ce qu'on pense, on peut le construire, on peut l'argumenter d'une manière ou d'une autre. Mais là où le complotiste échappe, en fait, c'est que c'est pas le savoir qui lui permet de comprendre, c'est le savoir qui sauve. Le but n'est pas la compréhension, le but est le salut. Le but est une sorte de s'extraire de cette masse. Le complotiste existe, vous voyez, dans une sorte de système où il y a lui et les autres, enfin son petit groupe et les autres. Et donc, là où je vous disais sur la masse et le système fasciste, c'est que le système fasciste, disons, s'il y a des penseurs d'extrême droite du complotisme, c'est que tout d'un coup, ils n'ont plus une masse, ils ont des individus qui, individuellement, sont dans une sorte d'illumination ou d'initiation. Donc, on n'a plus à gérer des masses, on a à gérer des gens à qui on va pouvoir instiller petit à petit des théories ésotériques, etc., où tout ce qui les éloignera de cette ressemblance avec les autres sera pris comme
quelque chose qui nourrira leur exceptionnalité, vous voyez. Donc, Ouais. il y a beaucoup de personnes qui commencent complotistes comme ça et puis qui se mettent à s'intéresser parce que c'est aussi une soif de comprendre. Il y a quelque chose qui est extrêmement, disons, qui relève de la dignité humaine dans le complotisme. Ça veut dire que on ne se contente pas. On ne se contente pas, on a une soif de savoir. Moi, je le relie à cette isolement, enfin, comment dire, à cette désespérance de la classe moyenne qui a l'impression d'avoir moins accès au savoir, aux formations, etc., qui ne comprend plus, etc. Donc, il y a cet irrésistible besoin de comprendre. Mais le problème, c'est ils sont attirés par des théories ésotériques qui ne servent pas, alors qu'ils sont belles, disons, pour avoir une compréhension de l'humanité. Je veux dire, il ne faut pas qui sont intéressantes. Vous voyez, les théories comment dire, de l'évanescence, de l'impermanence, ce sont des théories qui sont spirituellement extrêmement riches. Mais ça n'aide pas à construire une société. Et quand même, la question, c'est bien la question du gnosticisme au début de l'ère chrétienne. Ça veut dire soit on attend la fin du monde là tout de suite et on ne fait plus rien, Ouais. ou alors on précipite la fin du monde, vous voyez, on va tuer son voisin parce qu'il est mauvais, enfin, on perd tout sentiment de la morale, soit on rentre dans quelque chose de provisoire, on est ici, et à ce moment-là, on est bien obligé de faire une séparation entre son moi spirituel qui effectivement peut adhérer aux théories de l'impermanence, après c'est vraiment, et puis son moi social qui va travailler à la construction, à l'institution, à l'idée qu'on ne fait pas une politique du pire, mais qu'on essaye petit à petit, etc. L'homme moderne a forcément un clivage entre sa vision, enfin forcément, dans bien des cas, il y a un clivage entre une vision religieuse profonde, vous voyez, on adhère à telle ou telle croyance pour telle raison, et puis comment dire, la réalité de la société. Mais c'est pas plus l'homme moderne que l'homme du IIIe siècle, vous voyez. Quand vous avez un Jésus, puisqu'on était dans Jésus qui vous dit quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton frère, ta sœur et suis-moi, la même radicalité était écrite à ce moment-là. Donc en fait, c'est une affaire qui habite l'esprit religieux, donc c'est-à-dire tous les êtres humains depuis le début. Voilà, c'est pas nouveau dans ce sens-là. Mais disons que le complotiste a une certaine radicalité de refus de la société telle qu'il est, de la désigner comme un ouvrage du malin. Les personnages qui la dirigent sont mauvais, voilà, c'est pour ça qu'on leur met soit des attributs de diable, soit des attributs de juifs, ce qui est à peu près la même chose, ou des attributs d'extraterrestres. C'est qu'ils sont une puissance négative, une puissance du mal. Et cette puissance du mal, on peut l'utiliser pour détruire le monde. Voilà. Donc on peut accélérer, voilà, on peut encourager plus de mal, plus de mal, plus de mal, et à la fin le monde va péter, et comme ça, au moins. Bon, finalement. Dans le fond, c'est une position radicale. C'est aussi une manière de se valoriser finalement en faisant partie d'un groupe qui partage une sorte de secret. Ah, tout à fait, oui. Je pense que le secret, qui est d'ailleurs un secret, vous voyez, comme tous les secrets, c'est un secret de polichinelle. En fait, le secret c'est pour ça que la procédure d'initiation est très longue, parce que ce qui compte, c'est la manière dont le secret est présenté comme un secret. Donc, vous remarquerez dans le langage ésotérique, là, pour le coup, dans le langage complotiste, comme dans le langage gnostique du début de la chrétienne, c'est extrêmement élaboré, compliqué, tordu, et alambiqué, exploré avec des phases, etc. Parce qu'on ne peut pas dire ça directement. Vous savez, le roi est nu, hein, le secret est pauvre. Le secret, c'est qu'il y a un secret. Toutes les personnes qui ont travaillé sur le secret disent à peu près la même chose. À la fin, le secret, c'est que c'est secret. C'est que c'est l'objet d'une initiation. Et que ce qui compte, c'est effectivement l'initiation, le sentiment de l'initiation, la préparation à l'initiation, l'élection consécutive à l'initiation, etc. Mais ce sont peut-être aussi des personnes finalement qui ont l'impression de ne plus participer à cette vie publique, finalement. Ça me fait penser à l'opinion publique, oui, qui parfois ne reflète pas forcément tout un chacun. Et j'ai l'impression parfois qu'il y a cette distance entre ce qu'on peut entendre et ce que l'on ressent. Certes, mais pourquoi voudriez-vous que l'opinion vous représente en même temps, vous voyez ? Ouais. C'est qu'on est des individus, vous voyez, on est représenté. Enfin, c'est une question profonde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voudrait qu'il y ait une ressemblance entre, c'est la question homme-femme, la question du pronom, on voudrait que
que le syntaxe, par exemple, pour les femmes, on voudrait que le mot femme représente ce que je suis, mais en fait, les catégories, ça c'est aussi de la philosophie. Les catégories ne collent pas à la personne, ce sont des catégories. Alors, soit on estime que les catégories doivent correspondre, ressembler, qu'il y a une sorte de parallèle entre la chose et le mot. À ce moment-là, on va se perdre dans des milliards de catégories. Soit on considère que la catégorie est une convention et que, ma foi, dans telle situation, on peut utiliser cette catégorie tout en sachant pertinemment qu'elle ne nous correspond pas exactement, qu'elle ne peut pas nous correspondre. Parce qu'en fait, elle ne nous correspond pas, c'est une convention. Alors, je vous défendrai plutôt cette position puisque c'est la mienne. Vous voyez, c'est que, bon, on ne correspond pas. Évidemment, on ne correspond pas. Au mieux, même dans le langage, vous voyez, dans le langage, on fait des approximations. L'écrivain, à un certain moment, peut prendre un mot et puis il va mettre tout autour suffisamment de choses pour que ce mot corresponde à quelque chose de lui. Mais c'est un travail, disons, comment dire, d'élaboration poétique. Dans la plupart des cas, on emploie des mots par convention pour dire à peu près ça, et on sait très bien que l'autre va entendre à peu près ça dans son propre langage. Et puis on discute pour préciser ce qu'on dit. Vous me demandez ce que c'est que la gnose, j'essaye de vous dire, bon, voilà ce que c'était que la gnose à tel moment, voilà ce que c'est à tel moment, voilà quelle personne a pensé de telle manière, on essaye de faire des catégories, et puis à l'intérieur, on les travaille et on les nuance, parce qu'on estime que le langage ne correspond pas à la réalité. Voilà, c'est qu'il ne correspond pas. Mais ça rend d'autant plus difficile de transmettre la vérité, finalement. Qu'est-ce que vous appelez la vérité, vous voyez ? S'il y a autant de nuances de vérité qu'il y a de personnes. Il y a des nuances dans l'expression, ça dépend qu'est-ce que vous appelez la vérité. Vous voyez, c'est la vérité des choses substantielles. En fait, c'est aussi une chose de la modernité de dire, moi, on peut pas, on n'a pas d'avis sur la chose substantielle telle qu'elle est. Vous voyez, quand on dit on ne dispute pas sur chacun son goût, ça veut dire ça. Bon, la vérité. Alors, il y a plusieurs sortes de vérités, il y a plusieurs registres de vérité, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des vérités, il y a une vérité scientifique, on sait que c'est une vérité probable, on sait que c'est une vérité jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui permette d'expliquer mieux. Vous voyez, c'est une vérité modeste, c'est une vérité qui ressemble à la vraisemblance. Il y a le plus de, comment dire, il y a le plus de paramètres qui font penser que ça colle comme ça, mais en même temps, on sait que ça colle pas comme ça. Vous voyez, voilà, ça, c'est la vérité modeste scientifique. Et puis, la vérité illuminée, en fait, on essaye, la plupart, disons, des religions ont décidé qu'on ne tuait pas les gens parce qu'ils n'ont pas la même conception de la vérité. Donc, on est dans un dialogue entre individus pour dire, bon, la vérité… Voilà. Et puis la vérité historique, c'est un peu comme la vérité scientifique. On cherche, on trouve des preuves, des textes, des fouilles, on essaye de penser, de travailler, et puis on essaye d'établir là encore quelque chose qui ressemble le plus à… Tout en sachant, et la plupart des livres d'histoire commencent par un préambule où on explique les biais qu'on peut avoir, l'esprit dans lequel on l'écrit, etc., en sachant que ma foi… Quand on dit l'observation participative, ça veut dire que dans ce que j'observe, il y a une partie de ce que j'observe qui est conditionnée par ce que je suis. Ouais. Ça veut dire que la personne ne va pas répondre la même chose à moi. Moi, je travaille sur l'islam, vous voyez, donc je sais pertinemment qu'un imam de telle mosquée ne me dira pas à moi la même chose, femme non musulmane, qu'il dira à un collègue musulman, homme, qui viendra d'abord prier, etc. Ça s'appelle l'observation participative et moi, je dois essayer de décrire les filtres et puis de montrer aussi comment lui adapte son discours par rapport à ce que je cherche. Donc, on est dans une vérité qui est très relative aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle est construite. Par rapport à la vérité, les complotistes, à mon avis, ont une idée extrêmement forte de la vérité. Ils ont une idée autoritaire de la vérité. La vérité existe. Donc, tous ceux pour qui elle n'existe pas ou elle existe de façon de vraisemblance, etc., en fait, sont dans une position d'autotromperie ou bien de duperie. En fait, on revient toujours à la même chose, c'est de dire que l'autre est un Satan, il veut tromper, il veut duper, il veut posséder le monde. Et nous, on parle au nom de la vérité avec un grand V, et qu'on ne peut pas désigner non plus, vous voyez, parce qu'elle non pas elle se dissout, mais elle recule, si vous voulez. Ouais.
Si vous prenez Heidegger, vous voyez, la vérité, il ne va pas dire la vérité c'est. Il va dire la vérité, c'est le dévoilement, c'est la fin, oui, le dévoilement, voilà, c'est la fin de l'occultation. Donc déjà, quand on a une pensée comme ça, on est dans une pensée complotiste, puisqu'on dit que la vérité est occultée. Qui l'occulte? Pourquoi elle est occultée? Donc il faut la désocculter, mais il se trouve qu'elle n'est pas désoccultée, puisqu'on est dans ce monde tel qu'il est. Donc elle est occultée. Et là, je ne prends pas mon propre discours, je prends leur... Quand on a une conception de la vérité comme ça, comme une sorte d'initiation, c'est les voiles de Maya, pour reprendre disons, l'ésotérisme oriental, hein, les voiles de Maya qu'il faut enlever les uns après les autres, les apparences sont trompeuses, il faut enlever les voiles, etc. Et donc, pour le complotiste, les voiles sont posées par la réalité du monde elle-même, donc du pouvoir qui est un acteur principal de ce monde. Le complotiste serait une sorte de chevalier servant finalement de la vérité, avec un grand V. Défenseur d'une vérité qui existerait au-delà du voile. C'est-à-dire qu'il serait un acteur de la désoccultation, plus. Donc de la destruction en réalité. Pour dire le mot, la déconstruction ou la destruction. Un acteur de bas les voiles. C'est pas exactement comme un acteur de la vérité parce que ça n'est pas. Il y a vraiment une étape nihiliste, une étape de destruction. Sans la destruction, on ne peut pas accéder. En réalité, la destruction même est la chose, si vous voulez. Une recherche de chaos, alors. Oui, enfin, si on prend la chose de manière cohérente, je pense qu'il y a un nihilisme profond, oui, c'est-à-dire qu'il y a comme si c'est un système réellement, il y a un moment comment dire, d'anéantissement du moi, en fait, qui s'oppose à cette affirmation du moi qui est le moi de l'époque moderne, pour un complotiste à la fin, mais là, c'est vraiment le système arrivé à son état le plus accompli et le plus total. Oui, je pense que qu'il y a quelque chose comme ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une structure, c'est-à-dire que les complotistes ont des figures de référence et que résultat, à partir du moment où cette figure de référence parle, c'est la vérité même? Est-ce qu'il y a ce genre de hiérarchie finalement au sein de… Non, pas exactement, parce que comme je vous dis, l'habileté, s'il y a des gens qui tirent les ficelles, et c'est quand même pas sûr. Je pense que, comme je vous ai dit, je ne suis pas complotiste du complotiste, donc je ne pense pas qu'il y a un groupe de fascistes organisés depuis la cave du bunker de Hitler qui tire les ficelles depuis 1944. Non, mais par contre, on a clairement, il y a une stratégie qui s'appelle d'inondation, de conquête, disons, de l'espace culturel, là, qui pour le coup a été théorisé, ce qu'on appelle l'espace métapolitique, de faire rentrer les idées et les représentations dans la culture quotidienne. Voilà. Et donc ça, j'ai envie de dire qu'on voit à quel point ça peut fonctionner dans des pays qui sont intéressés par les théories d'extrême droite. Vous voyez, on entend aujourd'hui des choses qu'on n'entendait pas il y a 15 ans. Donc là, il y a véritablement un travail d'imprégnation qui a été fait, qui n'est pas complotiste, parce qu'on peut comment dire, je suis pas complotiste dans le sens où je pense qu'on peut l'arrêter. On peut dire, voilà, regardez comment ça fonctionne, regardez d'où est-ce que ça naît, regardez les différents… ce sont des choses humaines, hein, c'est une prise de pouvoir humaine, et donc on peut l'arrêter, ça n'est pas une force diabolique qui est en train de subvertir la démocratie, voire ça n'est pas la démocratie elle-même qui fatalement va tomber dans les bras de ces côtés obscurs, parce que ça n'est pas une fatalité, disons… pour le coup, le complotisme pense que les choses se passent par une sorte de déterminisme inéluctable. Non, il y a un plan. Mais en fait, bien sûr, il y a des gens sur qui ils s'appuient plus, mais en fait, ce qui est profond chez eux, c'est la certitude de penser par eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment le point de départ et le point d'aboutissement. C'est que je pense par moi-même, toi, tu ne fais que répéter. Il y a aussi cette dualité entre le bon camp et le mauvais camp. Il y a le camp des initiés et puis le camp des moutons. Vous voyez, tu répètes ce que disent les médias, tu répètes ce que dit le médecin, tu répètes ce que dit le laboratoire, tu répètes ce que dit je ne sais pas qui, et donc tu n'es pas un acteur de ta propre pensée. Le conspirationniste ou le complotiste est un héros, c'est un martyr, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, il a une dimension très héroïque, très, j'ai envie de dire presque don quichotiste, sauf que j'aime bien Don Quichotte, donc
Mais oui, tout à fait, il y a une dimension vraiment tout à fait héroïque et de pulsion du martyr. Vous voyez, c'est qu'ils ont entendu. Vous voyez, il y a des gens qui nient le Covid et qui en sont morts. Hein. Donc il y a quand même une dimension d'engagement personnel et d'engager sa vie pour ses idées. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une conception d'eux-mêmes qui est tellement forte que leur moi peut disparaître pour leurs idées. Voilà, et d'ailleurs, ils accusent, ce qui là encore est très fasciste, ils accusent les masses et les démocraties d'être mitigées, molles, que les gens n'offrent pas leur vie, si vous voulez. Mmh. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte, par exemple, est-ce qu'il y aurait une solution, je ne sais pas, peut-être d'ordre politique ou d'ordre organisationnel pour qu'il y ait moins de complotistes, par exemple? Ou est-ce que c'est un phénomène qui est systématique et qui est inévitable? Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a ce travail du métapolitique qui est mis en place par des groupes d'extrême droite extrêmement conscients, qui travaillent, qui n'ont cessé de travailler. Ça, j'en suis certaine. Maintenant, il n'est pas inéluctable que toute une population ou une population d'une taille statistique tombe dans les bras de ce genre de théorie. Après, je pense qu'il est aussi important de faire, et je prends vraiment soin de le faire, de distinguer, par exemple, ce que je vous ai dit sur les anti-vaccins. Je pense qu'il est très important de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, tu es conspirationniste parce que tu n'es pas d'accord avec ceci ou cela. Non, je pense que l'exercice même de la démocratie implique qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend là, ce qu'on entend là. C'est absolument nécessaire de garder l'esprit critique, en réalité. Et c'est parce que je voulais comprendre, même ce qui est en moi, en réalité, ce qui me permettait de critiquer telle décision du gouvernement ou de telle instance, etc., je me dis, mais en même temps, je ne suis pas complotiste. Alors, qu'est-ce qui explique que je demande, que j'exige, comme citoyen, une information transparente, la capacité de décider par moi-même, et d'un autre côté, que je ne tombe pas dans ces mécanismes complotistes. Donc, il fallait que je les décrive. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ce fond profond, qui est un fond religieux. Moi, je pense que la religion était quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Et je pense que cette idée que la création, disons, le monde, savoir si le monde est bon ou mauvais, à mon avis, c'est diriment. Voilà. Et à mon sens, là, je m'avance peut-être beaucoup, ça explique même l'antisémitisme. Vous voyez, l'antisémitisme, c'est la création en 7 jours, en 6 jours, et à la fin, Dieu il dit que cela était bon. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Voilà, donc là, c'est bon, et ça veut dire que c'est pas mauvais. Vous voyez, c'est un peu simpliste comme explication, mais il me semble que le complotisme, y compris dans ses dimensions antisémites qui n'est pas systématique, en fait, en veut beaucoup à cette déclaration de la bonté du monde qui implique un certain nombre de devoirs pour les êtres humains, de devoirs sociaux, de devoirs qui implique que l'humanité est bonne elle aussi, malgré tout, malgré tout le mal qu'on peut voir sur Terre, ça implique quand même qu'il y a une bonté profonde. Et je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour des gens pour qui le monde est dualiste, à savoir que le monde est mauvais, le Dieu créateur est un Dieu mauvais, et il faut le remplacer par un Dieu qui est un Dieu salvateur, qui en même temps va dévoiler à quel point l'autre était malin. Et en fait, voilà, je pense que c'est ça le mécanisme religieux profond. Mais voilà, c'est mon hypothèse et ce qui, moi, me permet de comprendre pourquoi il y a des gens, par exemple, pour les anti-vaccins, ce qui est aujourd'hui la forme la plus répandue et donc la plus intéressante, il y a vraiment des gens qui sont des anti-vaccins sans un gramme de complotisme, vous voyez, et pas un gramme. Mais par contre, qui peuvent vous expliquer, pratiquement prendre les mêmes arguments. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, un complotiste va vous dire, ah oui, mais les Big Pharma, et donc un anti-vaccin non complotiste va dire, bon ben voilà, on a développé la médecine de telle manière, on peut raconter l'histoire de comment ça s'est passé aux États-Unis, Rockefeller, enfin ils vont vous raconter la même histoire, sauf qu'ils vont pas la raconter avec une idée complotiste, ça veut dire qu'ils vont pas vous la raconter avec une jubilation. Ils vont pas vous la raconter en disant, ouais, c'est le mal qui mène le monde, tu vois. C'est vraiment tout petit comme différence, hein. Ouais, mais c'est fondamental. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. C'est que un anti-vaccin est dit, bon ben moi, je pense que la médecine devrait progresser en s'inspirant de ceci et cela. On a
comment dire, elle a trop développé ces aspects, disons, commerciaux, médicamentaires, alors que la prévention, enfin, tout le monde le dit de toute façon, hein. Et donc, on pourrait réfléchir à d'autres formes de considérer le corps humain, s'appuyer sur des expériences. Bon, vous savez, c'est compliqué, hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous savez, les homéopathes ne sont pas tous des complotistes non plus. Donc, on est dans des choses qui sont extrêmement subtiles et que moi, je n'ai réussi à distinguer que par cette espèce par cette récidive gnostique, une fois encore, à savoir ce sentiment d'une élection, cette espèce de pensée dualiste radicale, ce nihilisme, cet amour de la peur et ce frisson fasciste, si on peut l'appeler comme ça. Cette jubilation. Donc, je pense que ce qu'on peut faire collectivement, c'est d'abord arrêter de traiter complotiste chaque personne qui. Mais par contre, de bien identifier les complotistes et leur dire, mais là, vous tuez dans un système complotiste parce que, et je le démontre. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Et laisser droit, bien sûr, à la démocratie, aux journalistes de faire leurs enquêtes dans tous les sens, ne pas faire taire les gens sous l'accusation de complotistes. Je pense que c'est aussi très important. Je pense que le complotisme, disons, systématique n'est pas tant répandu que ça. Parce que ce sont des positions très radicales, très nihilistes. Hein, et donc, essayer de montrer. Alors, moi, j'ai voulu faire un livre utile. On m'a dit que c'était trop compliqué et qu'on ne comprenait pas. Bon, tant pis. Mais en tout cas, moi, je voulais faire un livre utile dans ce sens-là. On va dire, écoutez, on va essayer de comprendre en allant jusqu'au fond la genèse, l'archéologie, la religiosité complotiste. D'accord. Ok. Eh bien, merci Sylvie.